Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 2 mars 2025. Je suis de retour de vacances et après quelques jours d'absence avec un temps bien pourri à soi, ben voilà, je suis là pour parler marché financier, bourse suisse, crise politique, record historique, taxes douanières, chiffres trimestriels et effondrement des cryptos. Non, effondrement des cryptos, on va pas trop en parler, c'est pas trop ma tasse de thé, mais il faut quand même noter que le Bitcoin s'est bien fait taper sur la tête, plus les autres également. Et cette semaine, il faudra surtout retenir que Nvidia a donc publié ses chiffres trimestriels, on en a parlé mercredi soir, que c'était pas trop mal, mais qu'on prend quand même conscience que la croissance infinie ne pourra pas durer, et du coup, la saison des trimestriels est officiellement terminée. On retiendra que le marché US est en grande difficulté depuis que les big names ne vont plus aussi bien qu'avant et que la faiblesse se fait un tout petit peu sentir. Mais de l'autre côté, l'Europe s'en sort pas trop mal avec l'Allemagne qui vire à droite et la Suisse qui finit quand même au plus haut de tous les temps, ou quasiment au plus haut de tous les temps, même si le patron de la BNS ne veut absolument pas acheter de Bitcoin parce que ça pue. Et c'est quand même marrant comme le Bitcoin, ça pue à chaque fois que ça baisse de 20%, mais que tout le monde court après quand on est au plus haut de tous les temps. Si on fait le point de situation, donc du côté des marchés boursiers, en eux-mêmes, on n'a jamais autant senti la fracture entre les USA et le continent européen. Les incertitudes liées aux multiples annonces du gouvernement Trump commencent à fatiguer sérieusement les intervenants sur le marché US, et on sent une certaine fragilité, tout comme une certaine volatilité qui est assez intense pour le moment. Trump a encore une fois parlé des droits de douane contre le Mexique, le Canada, la Chine, tarifs qui seront imposés comme prévu après le délai d'un mois accordé il y a quelques semaines. Et puis en fin de semaine, après avoir accueilli le génial président Macron à Washington et s'être pris une leçon de diplomatie, selon les médias français, Trump a annoncé vouloir coller 25% de droits de douane à l'Europe. François Hollande, que l'on connaît pour son immense compétence politique internationale et son niveau très élevé dans la langue de Shakespeare, a immédiatement demandé des représailles économiques pour faire mal au porte-monnaie de Donald Trump. La bonne nouvelle avec cette crise politique entre l'Europe et les USA, c'est que ça empêche les médias de parler des dysfonctionnements internes à l'Europe et du coup, les politiques n'ont plus besoin de s'occuper des problèmes spécifiques à leur politique intérieure respectives. Du côté de l'Allemagne, eh bien, on retiendra quand même que le pays a bien connu une contraction de son PIB au dernier trimestre 2024, ponctuant donc une deuxième année de récession pour le pays qui est en transition politique après la victoire des conservateurs aux législatives, et puis un peu aussi celle de l'extrême droite. Entre octobre et décembre, le produit intérieur brut a reculé de 0,2%, mais justement, comme ils sont en transition politique, tout le monde s'en fout, c'est pas grave, parce qu'avec la droite et l'extrême droite, ça va aller vachement mieux. Le DAX reprend quand même 1,18% sur la semaine, pendant que le S&P 500 recule de 1%, et je vous parle même pas du Nasdaq. En Suisse, la croissance économique a progressé sur les 3 derniers mois de 2024, grâce en partie au secteur de l'industrie et des services. D'octobre à fin décembre, le produit intérieur brut, corrigé des variations saisonnières et des événements sportifs, a progressé de 0,5% après un trimestre à plus 0,2% auparavant. L'industrie technologique suisse a en revanche connu un exercice 2024 qui était décevant, autant du côté des ventes, des exportations qui sont en baisse. Aucune embellie n'est d'ailleurs en vue selon les experts. Mais malgré tout ça, la Suisse termine quand même au plus haut de tous les temps, ou presque, à quelques points près. Et il faudra quand même tout de même reconnaître que, strictement du point de vue boursier, eh bien ce début d'année aura quand même été totalement spectaculaire pour le marché suisse. Il fallait simplement acheter des calls sur le SMI au milieu du mois de décembre. Pour le reste, les chiffres de Nvidia ont donc été meilleurs globalement, mais on sent quand même que la grosse partie de la croissance euphorique est derrière nous, même si l'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas à remettre en question. L'instabilité boursière du moment n'aide pas non plus à rassurer les intervenants américains. Et puis, à New York, on a terminé la semaine sur une note positive avec les chiffres du PCE. L'inflation a donc légèrement diminué en janvier, alors que les inquiétudes se sont accélérées concernant les projets au niveau des tarifs douaniers, liés à Donald Trump, bien sûr. C'est en tout cas ce qu'exprimait le dernier rapport du département du commerce vendredi dernier. L'indice PCE
la mesure préférée de la Fed au niveau de l'inflation, a augmenté de 0,3% pour le mois et a affiché un taux annuel de 2,5%. Si on enlève l'alimentation, l'énergie, l'indice de base des dépenses de consommation a également augmenté de 0,3% au cours du mois et s'est établi à 2,6% en rythme annuel. Les responsables de la Fed suivent au plus près cet indice qu'on connaît bien, qu'ils considèrent comme étant le meilleur indicateur, le plus précis des tendances à long terme. Et donc la mesure de base sur 12 mois a montré une baisse par rapport au niveau révisé à la hausse de 2,9% en décembre. L'inflation globale a donc baissé de 0,1%. Alors ce qui est assez rigolo quand même, c'est que quand on regarde les chiffres du CPI d'il y a 2 semaines et du PPI, on dirait qu'on ne calcule pas les mêmes choses, pas les mêmes données, qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes chiffres, et puis on n'arrive pas au même résultat, et on n'a pas la même perception. Il y a 2 semaines en arrière, on était complètement paniqué par l'inflation, et aujourd'hui, tout va bien. Toujours est-il que vendredi, le PCE était une excellente nouvelle pour le marché US qui aura quand même limité la casse en fin de semaine avec un rebond relativement spectaculaire pour la dernière séance de la semaine. Et puis alors, petite interlude politique, on va pas s'étaler sur le sujet, mais on notera quand même que les tensions post-meeting Trump-Zelensky ont tout de même un petit peu stressé le marché. Mais ça semble quand même déjà bien oublié ce week-end, sauf si vous suivez les députés macronistes sur X, qui sont chauds patates au niveau de la dissuasion nucléaire. Mais une chose est sûre, on va en reparler. L'indice Fear and Greed, ou Greed and Fear, est tombé à 18 points la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis le creux du mois d'août dernier. Ce chiffre est bien inférieur au point de référence des 30 points qui correspondent à une peur extrême, donc là on a vraiment très très peur. Et puis il est également au plus bas, ou presque, depuis les plus bas de 2022. Le Greed and Fear de CNN montre également que c'est compliqué dans la tête des investisseurs qui ne savent plus quoi penser entre décision de Trump, valorisation de la tech, les tarifs douaniers, ralentissement économique, stagflation, inflation, et tout ça qui vont un petit peu dans des chiffres qui pour l'instant vont un tout petit peu dans tous les sens. Parallèlement, l'indice de la volatilité, le VIX, a augmenté de 38% juste sur la semaine dernière. On pourrait donc avoir un tout petit peu trop peur, parce que quand on a trop peur, c'est plutôt l'indice contrariant, on pourrait avoir trop peur que ça baisse beaucoup plus bas, mais au vu de l'omniprésence de la géopolitique en ce moment, c'est quand même assez compliqué de tirer des plans sur la comète, surtout quand on entend la France qui parle de dissuasion nucléaire, de parapluie de protection en Europe. Bref, on peut se dire qu'on n'a pas fini de trembler. Du côté des performances de la semaine, alors vous voyez que l'Espagne est en pleine forme, elle prend 3,05%, meilleure performance de la semaine en Europe et dans le monde. Et puis, de l'autre côté, le Bitcoin qui se fait décalquer avec une baisse de 11% sur la semaine, le semi-conducteur index qui est en grande difficulté, moins 7,2%. Le Nasdaq, bien sûr, qu'on prend pour son grade avec moins 3,47%. Le S&P 500 qui ne perd que 0,1%. Et puis le Dow Jones qui manage quand même la capacité d'être en hausse sur la semaine, plus 0,95%. Merci la concentration au niveau du Dow Jones et l'absence de Nvidia à l'intérieur du Dow Jones. Et puis autrement, le DAX finit en hausse de 1,18% après une semaine relativement impressionnante. Et puis surtout avec ce virage à droite qui va bien évidemment soutenir l'économie allemande et lui permettre d'aller encore plus haut ces prochains temps. Du côté du SMI, vous voyez que sur la semaine, ABB s'est fait démonter, Holcim cartonne, on va en reparler, le JTEC a été downgradé, on va en reparler également, Zurich continue son bonhomme de chemin, Swiss Life aussi, Nestlé a été upgradé, on va en parler aussi dans quelques instants, Swiss Re a publié des chiffres qui étaient bons et surtout l'avenir est encourageant, donc il n'y a rien à craindre, Roche ne fait rien mais continue d'avancer gentiment, Swisscom est en hausse de 2,7%, puis autrement pour le reste, on peut encore parler d'UBS Group qui prend quasiment 2% et de Alcon qui prend 2,66%, et je vous reparle d'Alcon dans quelques instants d'ailleurs. Du côté technique, alors ça va être très rapide ce matin puisque vous voyez que le SMI est dans son canal haussier toujours pour l'instant. On a fait un plus haut historique cette semaine, donc le plus haut historique est enregistré à 13 100,22 points intraday bien sûr, avec une clôture au plus haut de tous les temps à 13 042,51. Pour l'instant, donc on termine la semaine à 13 004 sur le SMI. Pour l'instant, on est dans un canal haussier qui est quand même très très raide, mais en même temps, on ne voit pas trop ce qui pourrait faire baisser le SMI, puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens recherchent quand même une certaine sécurité. Donc, à surveiller cette tendance que l'on a ici sur le SMI, il ne faudrait pas qu'on reparte en dessous pour avoir, au risque d'avoir quelques prises de profit ces prochains temps. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt bien établi. Et puis pour le reste, le prochain objectif, c'est de recasser des nouveaux plus hauts historiques pour assurer la continuité ou la pérennité de cette tendance haussière sur l'indice helvétique. Aux États-Unis, vous voyez, on s'est pris une secouée, donc ça c'est pas une grande surprise. On en a beaucoup parlé cette semaine, ça a été beaucoup abordé. J'étais pas là, mais on en a beaucoup parlé quand même dans les médias. Donc vous voyez qu'entre le lundi
Et la fin de semaine, eh bien, c'était assez violent. Le S&P qui était quasiment au plus haut de tous les temps quand je suis parti en vacances. On était à 6149 et on termine la semaine à 5950 après avoir fait quand même un plus bas au niveau des 5830 sur l'indice américain. Alors pour l'instant, eh bien, on a tenu la moyenne mobile des 200 jours qui est encore bien loin d'ailleurs d'avoir été ne serait-ce que testée. Et on revient s'établir plutôt sur la moyenne mobile des 100 jours. Et on reste surtout, souvenez-vous de ce canal que je vous avais dessiné latéral. On est toujours dans cette zone latérale ici sur le S&P 500. On est venu réintégrer le niveau ici. Et tant qu'on ne s'établit pas sur une durabilité en dessous des 5900, on peut encore espérer qu'on va faire un peu le yo-yo là au milieu. Vous voyez aussi que les indicateurs, on va dire ici, montrent quand même une certaine faiblesse. Donc c'est plutôt un bon signe. Et puis quand on rajoute à ça le côté greed and fear dont je vous ai parlé il y a quelques instants, eh bien on est peut-être un tout petit peu plus rassuré. Le Nasdaq, lui, en revanche, il est sorti de son canal latéral. Clairement, on arrive néanmoins à se dire peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir, on est encore dedans. Donc attention, la tech, c'est le gros point noir du marché pour l'instant. Là aussi, on est survendu de ce côté-là. On est encore à quelques 600 points de la moyenne mobile des 200 jours. Mais attention à ce point-là, ça va être très important ces prochains temps. Si on n'arrive pas à redéclencher un mouvement haussier. Mais aujourd'hui, n'oublions pas non plus que la saison des résultats est terminée. Donc pour avoir des bonnes surprises hyper bullish, ça risque d'être un tout petit peu compliqué à court terme et qu'on va de nouveau se concentrer énormément sur le côté emploi et le côté géopolitique. Le SOX, alors lui, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On en a beaucoup parlé de cette tendance latérale là aussi. Alors vous voyez, c'est un peu à l'image du Nasdaq. Eh bien, on est venu retester plusieurs fois et là, on casse, on termine en dessous des plus bas qu'on avait à l'époque. C'est pas forcément hyper rassurant. Il faudra vraiment voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pense que sur le SOX, sur le Nasdaq, sur la tech américaine, la semaine qui nous attend sera capitale pour voir si on est capable de rebondir encore une fois ou si cette fois le marché est vraiment trop fatigué pour aller rechercher des niveaux plus bas qui pourraient nous envoyer très très loin. Le seul problème à noter quand même, c'est qu'on a cassé depuis longtemps la moyenne mobile des 200 jours sur le SOX et c'est jamais une bonne nouvelle et que le SOX est souvent un indicateur avancé. Donc si on affirme la tendance du SOX ici, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir encore un peu de faiblesse. Mais là, encore une fois, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'on a ce côté extrême peur dans les marchés qui nous permettra peut-être de tenir le coup ces prochains temps. Nvidia, vous voyez Nvidia ici. Alors là, ça aussi, ça se passe de commentaires. Là, on a quand même une moyenne mobile des 50 jours qui se rapproche de ce qu'on appelle une dead cross, un croisement de la moyenne rouge et de la moyenne verte ces prochains temps laisserait supposer que la tendance sera en train de s'inverser sur Nvidia. Comme on l'a dit dans les résultats, quand on en a parlé cette semaine, eh bien, les chiffres étaient bons. Mais on voit que la croissance est principalement derrière nous et ça risque d'être un tout petit peu un problème ces prochains temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt clairement survendu sur Nvidia en ce moment. Donc il y a encore un petit peu d'espoir de tenir ce range dans lequel nous sommes depuis un bon moment. Je vous en parlais dans la vidéo de mercredi soir. Le titre est dans un range latéral depuis un bon moment. Je pense que du moment où on va sortir d'un côté ou de l'autre, on y verra peut-être un peu plus clair. Mais la problématique de Nvidia, c'est que les attentes restent relativement élevées. Et que finalement la croissance, naturellement, quand vous devenez aussi gros que ça, risque de se ralentir un tout petit peu. L'Allemagne, youhou, l'Allemagne, alors ça c'est vraiment extraordinaire, on est toujours bien bon, on sort un peu de ce canal très très raide qui était le nôtre depuis quelques temps à la hausse en Allemagne, on termine quand même à 22 551 sur le DAX, légèrement sorti du canal haussier, donc à surveiller ces prochains temps si on n'a pas un effondrement qui nous fera un truc comme ça, mais en cas de reprise et de réintégration du canal, avec les rêves optimistes que l'on a aujourd'hui au niveau de la croissance allemande avec le retour de la droite au pouvoir, eh bien on peut encore avoir des espoirs d'aller encore plus haut en Allemagne. La France, pour l'instant, on va dire consolide à haute altitude. Alors, comme je le disais en ouverture de ce Swiss Bliss, ce qu'il faut retenir surtout au niveau de la France, c'est que pour l'instant, eh bien, on s'accroche surtout à l'aspect géopolitique international de ce qui se passe. Les gens s'accrochent au côté armement, au côté réarmement de l'Europe. L'indice est plutôt collé entre 8000 et 8200 pour l'instant. Le président Macron est le leader du monde libre aujourd'hui, puisque c'est lui qui va se battre contre les Américains et les Russes tout seul avec ses petits points. Et puis également avec sa dissuasion nucléaire. Enfin, pour l'instant, pas grand-chose. Ce qui est assez phénoménal, c'est comme je vous le disais avant, c'est que pour l'instant, vu tout ce qui se passe politiquement en France, plus personne n'en parle, puisque tout le monde se concentre uniquement sur la performance des actions et sur la prise de pouvoir des Français sur l'Europe. En tout cas, c'est un peu le sentiment que ça donne. Néanmoins, le CAC 40 reste coincé entre 8000 et 8200 points. Je surveillerai attentivement les 8000, comme d'habitude, si on venait à les casser à la baisse.
on peut s'ouvrir la porte pour aller prendre quelques profits. En revanche, le prochain objectif à viser, c'est de nouveau les plus hauts de tous les temps, à 8200, grosso modo 260 sur le CAC 40 ces prochains jours. L'or qui a vécu quelques prises de profit la semaine dernière, donc rien de grave à signaler. On s'attendait tous que ça allait directement à 3000 et pour l'instant on n'a pas réussi. Donc on revient gentiment dans notre tendance haussière un peu moins raide de nouveau, donc il n'y a pas d'inquiétude. Pour ceux qui croient, comme dont je fais partie, que l'or ira à 3000 de toute manière d'ici les prochains mois, si on revient dans la zone des 2740, 2000, même 2800, ça paraît être à nouveau un niveau d'intérêt assez intéressant, assez positif, un niveau d'intérêt assez intéressant. On voit que je reviens de vacances. À surveiller aussi les exagérations de cet indicateur-là. Quand on est sur les bas, c'est plutôt positif pour essayer de se repositionner à la hausse. Le pétrole qui a cassé les 70 dollars cette semaine et qui d'ailleurs se bat avec ce niveau-là. On était faire un plus bas à 68,50. Vous voyez qu'il y a encore une fois, pour l'instant, ce trend qui est le nôtre depuis le mois de septembre, on tient quand même pas mal ces niveaux-là. Donc encore une fois, on fait un test et on rebondit. À surveiller, parce que la tendance est quand même bien affirmée baissière. On sait quand même que les Américains veulent baisser le prix du baril. On sait que si jamais ils trouvent un accord de paix avec l'Ukraine et la Russie, et si les exportations pétrolières russes reviennent, ça va remettre la pression dessus. Donc attention, toute cassure affirmée des 68,5 sur le baril pourrait causer quelques vagues de vente. Du côté des vedettes de la semaine, alors on commence tout de suite avec Nestlé. Pas de grandes nouvelles chez Nestlé, mais par contre un upgrade sur Nestlé de la part de Goldman Sachs. Et quand Goldman Sachs dit, c'est que Goldman Sachs a raison. Donc l'action du géant de Vevey a profité d'un relèvement d'objectifs de la part de l'analyste de chez Goldman. Il passe de 93 francs suisses de target contre 86 auparavant. Ils ont reconfirmé leur recommandation d'achat. Et l'analyste estime notamment qu'à long terme, Nestlé reste bien positionné et grâce à l'amélioration des chiffres du bilan, et du programme de rachat d'actions, eh bien, ça devrait être positif vraiment à partir de 2026. Donc, buy, target 93 francs suisses de la part de Goldman Sachs sur Nestlé. Vous voyez le graphique, alors là, c'est la marche de l'empereur chez Nestlé. La marche, parce qu'on voit vraiment qu'on est en train de faire un escalier, un boum, 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 chaque fois on monte plus haut. Donc assez impressionnant du côté de Nestlé. Vous voyez que les moyennes à court terme sont en train de se croiser. Il se pourrait quand même que quelque part au niveau des 75 francs suisses, pour l'instant, on ait marqué un bottom. Alors évidemment que Nestlé ne va pas remonter directement au firmament, mais on voit quand même que les perspectives d'amélioration long terme sont quand même en train de se dessiner chez le géant de la bouffe qui est au bout du lac Léman. Et vous noterez bien que j'ai dit lac Léman et pas lac de Genève. SIG a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 3% à environ 3,33 milliards d'euros pour 2024. Mais par contre, alors, la rentabilité a bien fléchi, le bénéfice net et le résultat opérationnel se contractaient de 3,2 et 2,1% respectivement. L'opposition du conseil d'administration à la réélection de Lawrence Last semblait aussi vachement inquiéter les investisseurs. Donc le groupe a annoncé que Lawrence Last ne devrait pas être réélu parce que les objectifs pour les années 2023 et 2024 n'avaient pas été atteints. Monsieur Last siège depuis avril 2022 et possède surtout une part de 22% dans SIG, faisant de lui le plus gros actionnaire. Autant dire que le départ éventuel de Monsieur Last pourrait peser un tout petit peu sur le titre à long terme, d'où la claque de la semaine. Vous voyez sur le graphique ici que, eh bien, effectivement, c'est assez violent pour SIG cette semaine. Alors, on reste néanmoins dans notre configuration, on va dire plus ou moins latérale. Le titre est coincé entre les 16-17 et les 21 balles depuis un bon moment. On avait l'air de vouloir aller chercher les plus hauts. Ben non, c'est retour à la case départ. Et si Monsieur là se fait vraiment dégager, qu'il dégage sa participation, forcément, ça pourrait peser encore sur le titre, d'où le gros sell-off qui a été observé durant cette dernière semaine de février. Puisque l'on parle de vente de participation chez Novartis, on notera que la fondation Sandoz, qui est un gros actionnaire de Novartis, vend environ 26,5 millions d'actions dans une transaction qui devrait rapporter 2,6 milliards de francs suisses. C'est ce que laissaient entendre certains médias. Emerson AG, qui est la société d'investissement de la fondation de famille Sandoz, a fixé le prix des actions à 98,25 l'unité. La transaction a été gérée par Goldman Sachs par le biais d'une offre accélérée et ça correspond à environ 1% des actions en circulation
chez Novartis. C'est ce qu'on a vécu la semaine dernière et c'est ce qui a mis la pression sur le titre en milieu de semaine. Ça se passe de commentaires. Le graphique, pour l'instant, on est toujours dans notre range, on va dire, ascendant, avec une pente relativement calme chez Novartis, mais vous voyez que ça continue à monter. Et puis l'annonce du sell-off entre le mercredi et jeudi a donc fait, entre mardi et mercredi, pardon, a fait donc baisser le titre de grosso 101 à 96. Et puis là, on essaie de se récupérer. C'est rien de grave, c'est rien de fondamental, c'est juste la famille qui fait un peu de cash pour pouvoir payer les vacances d'été. Non, j'exagère un petit peu, mais en tous les cas, c'est pas très inquiétant. Et on voit que le titre revient de nouveau sur la moyenne mobile des 200 jours, ce qui est un peu un point d'inflexion ces derniers temps. Donc si on revient sur les 95, dans le pire des cas, peut-être recommencer à en racheter pour jouer un nouveau mouvement haussier de quelques francs. Chez Adecco, le géant du placement de personnel a donc enregistré des recettes en baisse au 4e trimestre 2024. Les actionnaires vont avoir un dividende d'1 franc au titre de l'exercice écoulé contre 2,50 l'année dernière, l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a faibli de 3% à 23,1 milliards de francs suisses et le résultat d'exploitation de 14% à la baisse à 541 millions et le bénéfice net en baisse de 7% à 303 millions. La direction a déclaré s'attendre à une croissance au premier semestre 2025, portée notamment par un redressement du marché de l'emploi aux États-Unis. Nice to know, surtout cette semaine. Et les investissements devraient donc se poursuivre et l'accent sera mis sur la réduction du taux d'endettement. Adecco se trouve donc au milieu d'un ralentissement cyclique qui se traduit par des taux de croissance négatifs, mais les tendances en matière de volume au début de l'année 2025 montrent quand même une légère amélioration. Et sur le plan opérationnel, le groupe a réalisé des performances supérieures aux attentes et a donc gagné des parts de marché. Et puis d'un autre côté, j'ai un peu l'impression que plus personne n'attend rien du tout du côté d'Adecco et que la moindre bonne nouvelle est bonne à prendre. Et donc cette semaine, comme il y a de l'espoir, c'était une bonne nouvelle pour Adecco. Voilà la performance d'Adecco sur la semaine. Alors vous voyez qu'on a adoré les chiffres. Après, on a vite quand même repris les bénéfices dessus. Et puis si vous prenez le point de clôture qu'on avait l'autre jour avant l'annonce des chiffres à 23,12, on clôture la semaine à 24,32. Il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre sur Adecco. Mais un peu à l'image de Nestlé, on a l'impression quand même qu'à court terme, on est en train de faire quelque chose. Alors attention, si on arrive à se stabiliser, on va dire en dessus, entre 20 et 25 ces prochains temps sur Adecco, peut-être qu'on pourra dire qu'on est en train de reconstruire et quelque chose, surtout si Monsieur Trump, effectivement, relance la croissance du marché de l'emploi aux États-Unis ces prochains temps. Alcon a annoncé des résultats annuels globalement en ligne avec les attentes, mais la perspective d'une accélération de la croissance et d'une amélioration des marges en 2025 a nettement rassuré les investisseurs, ce qui poussait le titre à la hausse en milieu de semaine. Le groupe, qui est basé à Genève, a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,5 milliards pour le 4e trimestre, en hausse de 6%. La marge opérationnelle de base s'est d'ailleurs améliorée de 18,9% à 20,1% sur l'ensemble de l'exercice de l'an dernier. Son chiffre d'affaires est donc en hausse de 5% à 9,8 milliards. Et sur le graphique, vous voyez le double effet qui se coule sur Alcon, puisque les bonnes nouvelles d'un jour n'ont pas forcément suffi le lendemain. Puisque entre la clôture de la veille de l'annonce des résultats où on était à 80 francs, on est quand même monté à 86 et des poussières, 86 3 quarts, avant de se faire déglinguer et de terminer de nouveau la semaine autour des 83 francs. Une semaine positive sur Alcon, mais compte tenu des chiffres qui ont été bien appréciés en milieu de semaine, on a quand même vu 2-3 déceptions par la suite et des gens qui se méfient quand même de l'avenir avec certains commentaires de la part de certains analystes qui étaient plutôt méfiants et plutôt prudents pour la suite. Chez Swiss Re, le réassureur a enregistré de très bons chiffres malgré les coûts occasionnés par les catastrophes naturelles et la constitution d'importantes réserves. Les actionnaires verront une hausse du dividende qui sera dorénavant de 7,35 francs par action. Les recettes d'assurance brutes ont augmenté de 3,9% à 45,6 milliards, tandis que le bénéfice net a progressé de 3,1% à 3,24 milliards. La constitution de 2,6 milliards de dollars de réserves pour les activités de responsabilité civile aux USA avait pesé au 3e trimestre, justifiée par une hausse significative des plaintes collectives aux États-Unis.
Bénéfices nets et dividendes sont légèrement supérieurs aux prévisions des analystes. Le titre est au plus haut de tous les temps depuis des mois, puisque ça fait des mois que le titre n'arrête pas de monter. Vous voyez le graphique, donc le dernier trimestre, on avait une autre petite correction, et puis depuis, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte encore. Alors sur les résultats, on est allé chercher les plus hauts de tous les temps. On termine la semaine un petit peu en mode prudence et en mode profit taking, mais néanmoins, tout semble au vert pour Swiss Re. Holcim a annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse de 4,4% à 1,17 milliard de francs suisses, ce qui dépasse légèrement les prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,47 milliards, en baisse de 1,9%, ce qui était plus ou moins en ligne avec le consensus. Et puis le groupe a également annoncé avoir soumis aux autorités boursières américaines les documents relatifs à la scission de sa division nord-américaine qui deviendra une entreprise indépendante, on en a déjà parlé, sous le nom de Amrize. Cette entité qui devrait être l'une des plus grandes transactions du secteur de la construction en 2025 a généré 11,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024, avec un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,2 milliards de dollars. Le président de Holcim, Jan Jenisch, qui prendra d'ailleurs la tête de Amrize, a déclaré « Le dépôt de ce dossier marque une étape clé vers la cotation d'Amrize et notre ambition de devenir le leader nord-américain des solutions de construction du sous-sol au toit. » Le graphique de Holcim se passe de commentaires, on parle de cette scission de Amrize depuis un bon moment, donc on oscille entre haut et bas, mais l'un dans l'autre, on est quasiment là aussi, bientôt au plus haut de tous les temps, à nouveau sur Holcim. On va attendre patiemment la cotation de Amrize aux États-Unis pour en reparler ces prochains temps. En ce qui concerne le en vrac de la semaine, alors un paquet d'informations. Tout d'abord, Sandoz a démarré la commercialisation aux States d'une version biosimilaire du Stelara, un des cartons de vente du géant Johnson & Johnson. Le Stelara est un médicament immunosuppresseur utilisé pour traiter plusieurs maladies inflammatoires chroniques. ASM Osram pourrait bénéficier d'une subvention de l'Autriche pour la construction de son usine de semi-conducteurs. À Premstätten, près de Graz, la Commission européenne a autorisé Vienne à lui accorder 227 millions d'euros sur le total de 1,4 milliard que l'entreprise entend investir dans ce projet. Belimo a progressé à tous les niveaux l'année dernière. Les actionnaires devront profiter d'un dividende relevé d'1 franc à 9,50 par titre, comme déjà annoncé en janvier. La société zurichoise a vu ses ventes nettes progresser de 9,9% et la croissance des recettes est notamment due à une reprise des volumes de vente et à des effets de prix positifs qui ont plus que compensé l'impact négatif des effets de change. Le marché n'a pas du tout apprécié la chose puisque le titre s'est fait violemment allumer sur la publication. La société immobilière Swiss Prime Site a décidé de procéder à une augmentation de capital via une émission allant jusqu'à 300 millions de francs suisses. Le spécialiste de la sécurisation d'accès Dormakaba a enregistré comme attendu une envolée de la rentabilité au premier semestre 2024-2025, c'est un exercice décalé, grâce notamment à des coûts de restructuration moins élevés que prévu. Et puis le spectre de la faillite s'éloigne pour KTM, ses créanciers ont validé le plan de restructuration proposé par le propriétaire, Pyrer Mobility. KTM recevra donc une enveloppe de 50 millions d'euros de la part d'un cercle d'actionnaires étendu pour permettre la reprise progressive de la production dès la mi-mars. Le laboratoire bâlois Idorsia n'a pas réussi à monnayer les droits de la Procylethane, mais a obtenu de ses créanciers une restructuration de sa dette et négocié un remaniement des termes d'une collaboration avec Viatris. Le fabricant de dispositifs d'applications médicaux, industriels et cosmétiques Medmix a bouclé l'exercice écoulé sur une lourde perte qui n'était pas du tout prévue en plus. Et ils sont plombés par des dépréciations d'actifs et des frais de restructuration. Le titre perd 17% sur la semaine. Du côté des semi-conducteurs, chez Ublox, eh bien, on n'est pas parvenu à redresser la barre l'an dernier, mais par contre, on a réussi à faire espérer les actionnaires parce qu'on présage d'une embellie pour 2025. Comme quoi, des fois, des mots valent mieux que des faits. Sulzer a annoncé des résultats annuels fort probants et ont donc affiché une confiance solide pour 2025. Les actionnaires vont toucher un dividende de 4,25 par action, soit 50 centimes de plus que l'an dernier. Dans la chimie, Clarion a indiqué rejeter fermement les accusations de Total Energy concernant des infractions au droit de la concurrence sur le marché de l'éthylène. Et dans la foulée, ils ont publié des chiffres qui ont repris le chemin de la croissance en fin d'année, mais pas suffisamment pour inscrire une hausse sur l'année 2024. Les actionnaires devront donc se contenter
d'un dividende inchangé de 42 centimes par action. Et puis notre pharmacie en ligne adorée DocMorris s'est pris une nouvelle claque et fait les frais d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la promotion des médicaments soumis à prescription. Le groupe turgovien pourrait donc être obligé de revoir ses pratiques commerciales, surtout sur son principal marché qui n'est rien d'autre que l'Allemagne. Les difficultés que traverse le secteur automobile en Europe handicapent fortement FineTool qui a subi une baisse assez forte de ses recettes et qui boucle l'année 2024 sur une perte nette, conséquence, pas de dividendes pour les actionnaires. Et puis Kudelski a affiché un bénéfice net pour son exercice 2024, bénéfice largement obtenu grâce à la vente de son activité phare Skidata, le spécialiste du cryptage de contenu et de la cybersécurité qui doit terminer sa restructuration au premier semestre de cette année, dit vouloir atteindre la rentabilité enfin en 2026, sans exclure cependant de nouveaux licenciements. Et puis pour terminer, Logitech a été downgradé sur Underperform par Bank of America. L'objectif a été rabaissé de 91 francs suisses à 80 francs suisses, ce qui justifiait la claque de fin de semaine. Pour les chiffres qu'il faudra observer cette semaine, eh bien, il faudra se pencher sur le CPI en Europe et l'ISM Manufacturing PMI aux USA qui sortiront lundi. Et puis alors ensuite, avalanche de chiffres de l'emploi aux USA avec les JOLTS, les chiffres ADP, les NFP vendredi pour savoir si ça va vraiment mieux sous Trump. Et puis, n'oublions pas que la BCE va se réunir jeudi pour encore une fois baisser les taux européens pour booster encore un peu plus la croissance économique de ce continent qui est en pleine forme et géré par des politiciens absolument fantastiques. Pour le reste, eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Bonne fin de dimanche à tous. Bonne rentrée pour ceux qui recommencent dans la vraie vie, après ski et à lundi. Bye bye.